Bonjour à toutes et à tous, mériennes et mériens. J'ai toujours été surpris d'ailleurs qu'on se passionne pour ce terme de terrien, car nous sommes, vous le savez, des mériens. Nous le sommes parce que dans mes fonctions actuelles d'ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes, mon ambassade couvre presque 80% de la surface du globe, c'est beaucoup 80%. 71% d'océan, comme vous le savez, et 8% de pôles, je pense à l'Arctique et l'Antarctique. Et donc il va falloir nous apprendre à vivre en mérien. De plus en plus, nous y sommes condamnés de quelque manière que ce soit, mais aussi c'est à nous de choisir. Condamnés parce que la mer et l'homme vont se retrouver dans des systèmes de confrontation assez violents. On le voit bien déjà aujourd'hui, dû évidemment non seulement au changement climatique, mais à des phénomènes tout simplement démographiques. Vous savez qu'en 2050, près de 70% de la population vivra à 70 km d'une côte. Donc ce phénomène de littoralisation, il est majeur. Les hommes se rapprochent inexorablement, quittant les déserts, de ces côtes qui leur paraissent à la fois des espaces prospères pour éventuellement des développements économiques, mais aussi une possibilité de partir et vraiment, évidemment des espaces de migration. Donc cette littoralisation, elle rencontre un autre phénomène qui est la maritimisation. Maritimisation des enjeux globaux aujourd'hui, on le voit bien, y compris d'ailleurs sur un sujet comme la guerre que mène la Russie en Ukraine et cette question de la mer Noire qui s'est posée après celle de la mer d'Azov. On voit bien que ces enjeux de maritimisation s'expliquent à la fois par une présence et un réarmement naval partout dans le monde. Je pense notamment à la Chine, qui va devenir dans quelques années à peine la première grande puissance navale militaire au monde, passant devant les États-Unis, qui, vous le savez, sont passés la première, eux, après la Seconde Guerre mondiale, devant les Britanniques, et à la fois ce réarmement, mais en même temps aussi une place de plus en plus importante donnée à la mer comme un espace de ressources économiques, qu'il s'agisse de la pêche, hélas, souvent avec ces phénomènes de surpêche ou de pêche illicite, illégale et non déclarée, que l'on connaît bien, hélas, mais aussi évidemment comme un espace propre au transport maritime. On a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid les profits considérables que certaines grandes entreprises, les grandes compagnies de containers dans le monde ont pu faire, et la hausse des prix du passage à travers le canal de Suez ou celui de Panama. Donc la mer va être très présente. Elle va être très présente parce qu'elle va s'affronter, elle va nous affronter, elle va, à travers les phénomènes de changement climatique, ceux évidemment liés au tsunami, à tous ces phénomènes de séisme sous-marin, faire une pression très forte sur les hommes, et sans parler évidemment des phénomènes de montée du niveau de la mer. J'étais il y a quelques heures encore au Groenland, dans cet endroit classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité, comme patrimoine dramatique de l'humanité, car ce glacier, ce fjord glacier d'Ilulissat, rejette chaque année près de 20 milliards de tonnes d'eau douce. 20 milliards de tonnes d'eau douce, c'est l'équivalent de ce que les Français utilisent comme ressources en eau par an. Ben, ces 20 milliards, ils prennent la forme d'icebergs qui prennent leur temps, mais enfin à raison de 40 mètres par jour de déplacement. Ces fameux icebergs qui, en 1912, d'Ilulissat d'ailleurs, sont allés rencontrer le Titanic, comme on le sait. La situation est vraiment, il faut insister dessus, la situation est mauvaise, l'océan n'est pas en bonne santé. Je suis désolé, un jour de fête, on devrait célébrer plutôt les vertus de l'océan, mais l'océan va mal et nous avons une responsabilité considérable. D'autant plus considérable que nous considérons, nous les peuples, nous les États, nous les sociétés civiles, nous les acteurs du maritime, souvent l'océan comme un moyen, mais rarement comme une réalité fragile. Elle est fragile, cette réalité, à travers la perte d'oxygène, à travers l'acidification qui ne cesse d'augmenter, et puis à travers les menaces sur la faune, la flore et toutes les espèces qu'on peut connaître. Donc l'océan va vraiment mal, et pour ça il faut qu'ensemble, et notamment les États, prenions des mesures importantes. C'est pourquoi à Brest, au Finistère, lors de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne que la France occupe, le président de la République a choisi, pour la première fois, je crois, au monde, de créer un moment fort politique à haut niveau, présidé par à la fois le secrétaire général des Nations Unies, et je salue le travail des Nations Unies, notamment à travers cette décennie des sciences océaniques qui
qui a commencé il y a maintenant 2 ans et qui est porté par les Nations Unies et tout particulièrement par la Commission océanographique internationale et l'UNESCO, le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi la présidente de la Commission européenne qui était à Brest, ainsi que 41 chefs d'État et de gouvernement, et qui ont, à travers ce One Ocean Summit, décidé d'aller vers des solutions. Le constat, nous le connaissons, je l'ai décrit, je peux parler de la pollution, mais enfin, vous savez bien que la pollution plastique est devenue un phénomène tel que, en Méditerranée, probablement, d'ici une dizaine d'années, il y aura en tonnes plus de plastique au fond de la Méditerranée que de poissons. C'est dire à quel point le sujet est important. Alors, ça s'appelle One Ocean Summit, pas pour rien. Parce que ce dont nous parlons, et cette journée des océans porte peut-être mal son nom, c'est la journée de l'océan. Il y a un océan unique. Comme vous le savez, aucune mer n'est véritablement fermée. Elles communiquent toutes entre elles. Et ce dont nous parlons, c'est cet objet unique qui s'appelle l'océan, qui comprend d'ailleurs les pôles, à travers l'océan austral, et évidemment le pôle nord aussi, à travers l'Arctique. Cet objet, nous devons aujourd'hui, à travers un certain nombre d'actions, notamment de lutte contre les effets des changements climatiques, de lutte contre la pollution, de lutte contre l'exploitation abusive des ressources, et puis aussi sur le sujet de la gouvernance, nous devons aujourd'hui nous occuper de lui. Alors les Nations Unies font un travail très remarquable. Elles l'ont fait en 1982 et nous célébrons aujourd'hui les 40 ans de cette convention unique sur le droit de la mer, qui est très importante, une clause en anglais, cette convention de Montego Bay, qui a permis, dans le fond, ces premiers grands traités maritimes. Le premier dans l'histoire remontait il y a très longtemps, c'était 1494 avec le traité de Tordesillas qui séparait le monde en deux, les Espagnols d'un côté, les Portugais de l'autre. Eh bien, quelques siècles plus tard, la communauté des Nations Unies a réussi à se mettre d'accord sur un système très ambitieux, notamment à travers les zones exclusives économiques, chaque pays ayant la sienne, et vous savez que la nôtre n'est pas négligeable puisque nous sommes le deuxième domaine maritime le plus important au monde. Cette Convention des Nations Unies, elle a 40 ans. Sans penser qu'il faille la retravailler fortement, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je crois qu'il faut qu'on s'interroge, notamment sur les sujets de gouvernance, sur des sujets qui n'étaient pas traités à l'époque, je pense la lutte contre la pollution plastique, qui n'était pas à ce niveau dramatique, la préservation de la biodiversité, mais aussi la question des câbles, la question aussi du droit social des gens de mer. Il s'agit de points qui sont non pas mineurs, mais qui méritent véritablement, à l'occasion de ces 40 ans de la Convention de Montego Bay, d'être repensés. La question de la gouvernance, elle est essentielle. Aujourd'hui, et depuis quelques années, les pays des Nations Unies discutent, c'est trop long, de la question de la haute mer. Montego Bay, c'était 45-50% de la surface des océans, mais pas la haute mer. Et cette haute mer, évidemment, est un enjeu majeur, d'abord à travers, évidemment, ces fonds marins, même si cette discussion qui a lieu aujourd'hui à New York depuis plusieurs années, qui s'appelle BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, cette discussion porte sur la colonne d'eau et pas sur les fonds marins, qui est traité par un autre organisme que vous connaissez aussi, les Nations Unies, la IFM, qui est à Kingston en Jamaïque. Et donc cette question de la colonne d'eau est majeure, puisqu'il s'agit de savoir en effet comment dans cet espace qui aujourd'hui est libre, ouvert à la circulation, et c'est un principe majeur évidemment aussi de cette question du droit maritime, c'est l'ouverture, la circulation possible, transport évidemment maritime, mais comment protéger la biodiversité, comment créer des aires marines protégées, comment, s'il y a des ressources, les partager, retrouver des quotes-parts qui permettront aux pays en voie de développement de bénéficier de cette manne financière, de cette manne économique. Cette négociation est très importante, elle prend beaucoup de temps. Pas sûr qu'elle soit extrêmement facilitée par la crise du multilatéralisme à laquelle nous faisons face, ni même évidemment à l'attitude souvent d'obstruction de la Russie dans ces moments, ni même parfois à la tentative hégémonique, parfois de la Chine, grande puissance navale, de s'imposer sur les mers. Mais nous devons, au mois d'août, c'est bientôt, dans ce 5e round, nous devons conclure, nous devons signer un accord ambitieux. C'est extrêmement important. Ça peut paraître loin des préoccupations des citoyens du monde, de chacun d'entre nous, mais c'est vraiment une convention extrêmement importante. Et puis nous avons une année extrêmement riche, 2022.
Elle a, je crois, bien commencé à travers les engagements de Brest lors du One Ocean Summit, des engagements importants qui ont permis notamment, par exemple, de réunir autour de la table à Brest les 4 plus grands transporteurs maritimes européens, qui représentent à eux seuls 50% du transport maritime. Quand on sait que ce transport maritime représente 90% de l'ensemble des volumes transportés dans le monde, on voit le poids considérable de ce que représentent la CGM, Maersk, Hapag-Lloyd ou MSC. Et ils étaient là à Brest, ils sont engagés à décarboner ce transport maritime. Sur la question de la pollution plastique qui était importante, Brest est tenu quelques semaines avant un sommet important des Nations Unies à Nairobi sur l'environnement. Et là, miracle, avec l'aide de grands pays, l'Inde, l'Indonésie, les États-Unis, la Chine aussi, les États ont décidé ensemble de préparer un traité, de le signer pour 2024, demain, un traité qui interdira la production de plastique à usage unique. C'est un élément majeur. Le plastique est en train de tuer les océans. Comme vous le savez, il ne vient pas de la mer elle-même, mais il vient de la terre. Et dans le fond, le système dont on parle, bien au-delà même des océans, c'est tout le système de ce que Pascal Lamy, qui est l'auteur de la mission Starfish pour la Commission européenne, appelle le système hydrographique. C'est toute l'hydrographie. C'est donc ce qui fait que les fleuves sont reliés aux océans et les océans sont reliés aux pôles. Et donc cette vision que nous devons avoir, cette vision globale, elle doit porter aussi évidemment sur la connaissance de ce monde. Cette connaissance des océans, elle n'est pas assez soutenue. Je suis frappé par le différentiel de moyens qui existe pour l'exploration de l'espace, par exemple, et les moyens qu'on consacre à l'étude de l'océan. Vous savez que près de 80% de l'océan n'est pas connu, donc il y a un travail considérable à faire. Et nous avons à Brest décidé avec la Commission européenne de lancer le projet d'un grand jumeau numérique de l'océan qui permettra, en rassemblant toutes les datas qu'on a, les données, de pouvoir explorer à distance, à partir de ce jumeau numérique, l'océan. Voilà, le programme il est vaste. Évidemment, on parle de l'océan global, d'un seul océan, et en même temps, chaque homme, chaque femme a un rapport particulier à la mer aujourd'hui. Et en cette journée des océans, je voudrais en effet célébrer ces rapports, ces différences à la mer. Moi-même, breton, je n'ai pas le même rapport certainement que mes amis polynésiens qui m'ont offert ce tiki qui vient de Polynésie et qui me porte bonheur et qui m'accompagne en permanence, peut avoir avec l'élément maritime, l'élément océanique. Cette différence, évidemment, la France la connaît mieux quiconque. Nous sommes le deuxième domaine maritime au monde et nous avons un espace de plus de 10 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire en gros 23 fois plus de territoire en mer que nous l'avons en terre. Et c'est ce qui fait de nous un pays qui a une forte responsabilité, à la fois comme une grande puissance maritime navale, avec une marine nationale, comme un pays qui, dans le domaine économique, avec ses grandes entreprises, Naval Group, CMA CGM dont j'ai parlé aussi, est un acteur économique majeur, mais évidemment aussi, au-delà de la question juridique, économique ou militaire, un pays qui a une science océanique tout à fait exceptionnelle. Je pense à l'IFREMER, à tous les chercheurs dans les laboratoires qui y travaillent. Et puis enfin, et c'est pas rien, depuis 2015, depuis les accords de Paris sur le climat, une responsabilité par rapport à cette question du changement. Vous savez que l'élévation du niveau de la mer, qui est due largement à la fonte de l'inlandis groenlandais, et hélas malheureusement aujourd'hui à la fonte des glaciers en Antarctique, nous annonce 1 mètre supplémentaire d'élévation de ce niveau de la mer d'ici 2100 et peut-être beaucoup plus si la situation en Arctique empire. Ça veut dire 1 milliard de personnes au-delà des petites îles du Pacifique qui seront concernées et qui le seront en France. J'ai essayé récemment dans un ouvrage qui s'appelle Voyage en mer française de résumer cette expérience qui est la mienne, qui est d'avoir à naviguer sur l'ensemble des océans reliant à la fois les Antilles françaises, les terres australes et antarctiques, mais aussi évidemment la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et le monde de l'océan Indien, d'où ma famille est originaire. Et ce monde est fascinant. La France n'est pas un hexagone, la France est un archipel. Et cet archipel, il nous donne à la fois cette responsabilité sur de nombreux bassins maritimes, mais en même temps une connaissance fine du rapport que les hommes, que les pêcheurs, que tous ceux qui vivent au bord de la mer doivent avoir avec cette réalité magique, magnifique, pour laquelle je pense que cette journée ne suffirait pas.
Il faudra, à travers la décennie des Nations Unies sur les sciences océaniques, mais il faudra de nombreuses années pour qu'on se rende compte que cette rencontre entre l'homme, qui construit trop près de la mer, qui abuse, qui rejette ses déchets, et d'un océan qui, par ailleurs, sait se venger à travers ces phénomènes climatiques dont je parlais, il faut construire cette relation. Voilà, je crois que les Nations Unies, mieux que quiconque, peuvent le faire, et je crois que vous le faites, vous, ici, à la FNU, et c'est le message que je voulais porter à toutes les Mériennes et les Mériens. C'est travaillons ensemble à faire que notre océan se porte vraiment mieux, et si l'océan se porte mieux, nous nous porterons bien. Merci à vous.